Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 1, Nicolas Hémon, Histoire de la filière médiation équine. Alors j'ai intitulé ça Histoire de la filière médiation équine, mais je ne vais pas vous faire une histoire. Sur ma feuille, il y a marqué brève histoire de la filière médiation équine. Ce qu'on va essayer d'aborder, c'est ce qui s'est passé notamment après l'histoire de l'Isartel dans le développement et l'essaimage des pratiques. On abordera très rapidement la question du cas français, de comment ça s'est développé chez nous à partir des années 70. Et là où je veux en arriver aujourd'hui, c'est le pont historique entre l'histoire d'hier et celle de demain à travers un projet d'hommage et un symbole d'unité avec une journée mondiale de la médiation équine. Alors comme vous le savez certainement, l'histoire de la médiation équine, on a tendance à la raccrocher à un événement assez particulier, qui est qu'en 1952, il y a une cavalière qui se présente aux Jeux Olympiques d'Helsinki et elle gagne une médaille d'argent en dressage. En soi, ça ne semble pas être une histoire si extraordinaire que ça, sauf qu'on apprend que cette cavalière, quelques années auparavant, avait été condamnée à la chaise roulante parce qu'elle avait été atteinte de poliomyélite et qu'il avait laissé paralyser à peu près du thorax jusqu'aux jambes. Et cette cavalière aurait décidé de ne pas s'en tenir à ce diagnostic médical, mais de continuer son rêve de petite fille, c'était de monter à cheval, puisqu'elle était déjà cavalière de niveau national au Danemark. Elle s'est remise à cheval très progressivement, ça a été très douloureux, et elle a récupéré son niveau d'antan avant de tellement bien récupérer son niveau qu'elle va pouvoir participer à ces JO de dressage et se dresser sur la deuxième marche du podium. Et il faut savoir également qu'en 1952, c'est la première année que les JO étaient ouverts à la fois aux cavalières féminines, mais également aux civiles. De fait, cette histoire de cette cavalière qui est une femme, qui est une civile et qui pour la première fois monte sur une marche du podium au JO, après en plus avoir surmonté un handicap moteur important, cette histoire a fait les choux gras de la presse et s'est répandue à travers le monde. Suite à cette étape, une certaine Elisabeth Bødker, qui est une kinésithérapeute norvégienne, qui était elle-même cavalière de bon niveau. Bref, cette Elisabeth Bødker apprend l'histoire de l'Isartel. Probablement, elles se sont rencontrées sur des terrains de concours de haut niveau. Et entendant parler de cette histoire, ça l'inspire et elle va se mettre à travailler avec des chevaux, également avec les patients qu'elle reçoit. Et à l'époque, ce sont des enfants atteints de handicap moteur qu'elle va accueillir dans son centre en Norvège. Elisabeth Bødker se met à proposer des activités de médiation équine, du coup de rééducation médiatisée par les poneys à ses patients enfants et adolescents handicapés. Et sa clinique va commencer à attirer l'attention, et notamment certains professionnels vont se rendre chez elle pour voir ce qu'elle fait. Et c'est un peu comme ça que va commencer l'essaimage des pratiques, puisqu'Elisabeth Bødker, elle tâtonne, elle essaye quelques méthodes, elle voit que ça fonctionne. Et l'autre fait particulier, c'est que la Norvège, directement, subventionne son centre équestre, qui va même être financé directement par la sécurité sociale. La troisième étape fait intervenir une certaine Nora Jakes, puisque c'est son nom anglais, qui fait partie des professionnels qui vont aller rencontrer Elisabeth Bødker en Norvège et s'inspirer de ce qu'elle fait. Et Nora Jakes va créer un centre équestre du côté de Chigwell, à côté de Londres. C'est un centre qui est ouvert aux échanges internationaux, qui va commencer à recevoir, mais également à former des professionnels du monde entier, et qui va commencer à théoriser la façon d'exercer notamment un cadre un peu particulier, où notamment il y a plusieurs personnes autour du cheval qui ont chacun un rôle. Il y a un leader, il y a des gens qui s'occupent de l'équilibre, il y a des gens qui s'occupent du projet de thérapie. Bref, Nora Jakes commence à former des gens et elle va recevoir des gens d'un peu toute l'Europe. Parmi ces gens, quatrième étape, vont arriver une certaine Renée de Lubersac, issue de la première promo de psychomotricité de Paris, va se rendre chez Nora Jakes à Chigwell. Et elle va bientôt être accompagnée d'un certain Hubert Ladry, qui est un kinésithérapeute qui, lui, exerçait déjà avec des enfants atteints de handicap. Renée Lubersac et Hubert Ladry se rendent à Chigwell, ils vont se rencontrer et théoriser ce qui se passe là-bas et importer ce modèle en France. Ensemble, ils vont fonder la première association nationale française qui s'appelle l'André, l'Association nationale de rééducation par l'équitation. Et ensemble, ils vont également organiser la première conférence nationale sur la rééducation par l'équitation qui va se tenir à Paris en 1972. En 1973, l'année suivante, ils vont publier le premier ouvrage en français qui s'appelle La rééducation par l'équitation. Et en 1974, ils organisent à Paris le premier congrès international de
rééducation par l'équitation comme on l'appelle à l'époque, et ils vont fonder, pour faire un petit peu simple avec quelques raccourcis, la FRDI, la Fédération Riding for the Disabled International, qui est créée à Paris en 1974 sous la présidence d'Hubert Lalerie et la coprésidence de René Dubersac, qui va devenir plus tard l'EITI telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors que s'est-il passé en France depuis ce temps-là ? Déjà, une des choses que vous voyez à travers ces brefs premiers jalons historiques, c'est que la France a déjà joué un rôle de premier plan dans le développement international de la médiation équine, mais la France va connaître une histoire un peu à part, notamment parce que c'est un des rares pays qui ne va pas suivre le modèle international tel qu'il avait été développé à Chiguel, qui fait relativement l'unanimité dans la plupart des pays, mais en tout cas la France va commencer directement à questionner ce modèle-là et à l'enrichir. Pour plusieurs raisons, et parmi ces raisons, notamment des raisons réglementaires, c'est qu'il se passe des choses un peu particulières en France. Notamment, en France, il existe une discipline qui n'existe pas dans bien d'autres pays, la psychomotricité, qui est un peu à cheval entre le corps et l'esprit. De fait, la médiation n'est jamais vue dès le début que comme du soin, et en tout cas pas que comme du soin corporel. Et une diversité de points de vue vont avoir droit au chapitre, et ce qui va soutenir une multiplication des approches dans le champ du sport, du social, de la santé mentale, de la santé organique et de l'éducation. Autre point particulier en France, c'est qu'il va y avoir une réglementation qui va arriver. Et cette réglementation, elle va concerner l'enseignement sportif. En 1982, l'enseignement sportif devient réservé à des personnes titulaires d'un monitorat. Et c'est une exception. Il n'y a que très peu de pays dans lesquels c'est le cas. Globalement, il y a la France, l'Italie, et il y a quelques États des États-Unis qui ont ce type de réglementation. Ailleurs, n'importe qui peut enseigner le sport et l'équitation. En conséquence de tout ça, la structuration de la filière ne s'est pas faite de façon unitaire, mais elle s'est plutôt faite par rupture, parce qu'il y a eu des désaccords, parce qu'il y a eu des structures qui se sont créées avec un point de vue particulier, ou qui voulaient développer une approche plus spécifique. Et ces initiatives isolées, elles sont dénuées d'une vision d'ensemble, où on se dit, le paysage de la médiation équine, c'est tout ça, on va partager le gâteau, telle structure va s'occuper de ceci, telle autre de cela. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais la conséquence de ça, outre que c'est un peu le bazar et qu'on s'y repère pas très bien dans qui fait quoi, c'est que les pratiques, les référentiels sont certes fragmentés, les professionnels ont tendance à être un peu cloisonnés d'après leur réseau d'appartenance, mais l'avantage de la situation, c'est que ces oppositions, elles ont obligé chacun à se démarquer, à se structurer, et avec notamment l'effet de concurrence entre les pratiques, entre les fédérations, entre les formations, qui ont obligé chacun à se préciser, à s'étayer. Et de fait, en termes de pratique, aujourd'hui, la France, dans le domaine de la médiation équine, est reconnue à l'international, avec certainement les États-Unis, comme étant un des pays dans lesquels le niveau et la qualité des pratiques est les plus précis et les plus avancés. Pour autant, il y a certains pays dans lesquels les aspects réglementaires sont plus avancés que la France. C'est le cas notamment au Brésil, dans certaines provinces d'Italie. Et il y a aussi des pays dans lesquels le niveau social est plus avancé, notamment en termes de prise en charge financière. Et je pense en particulier à la Suisse, à l'Allemagne et à la Norvège. Alors pour finir ce point-là, comme vous le voyez dans le développement de la filière, le temps des seuls développements isolés où chacun tire la couverture vers soi est relativement révolu. Les démarches unitaires et coordonnées sont désormais sont légion, elles sont incontournables. Le CIPME qui nous réunit aujourd'hui est à la fois une conséquence de ce changement d'état d'esprit, et le CIPME est également un des acteurs de cette évolution sociétale. Et aussi, c'est pour relier le passé, l'histoire avec l'avenir, pour relier nos ancêtres pionniers avec les générations qui vont venir après nous, qu'on a eu l'idée de proposer à Haïti l'instauration d'une journée mondiale de la médiation équine. Et on a décidé qu'elle allait se tenir tous les ans le 29 juillet. Alors pourquoi le 29 juillet ? La réponse est sur la photo. Le 29 juillet, pour commémorer le 29 juillet 1952, date à laquelle Lys Artel et sa jument Jubilee ont remporté leur médaille à Helsinki. Et aussi pour commémorer cet événement qui est traditionnellement considéré comme le mythe fondateur, la pierre angulaire de la médiation équine moderne qui a influencé son développement. Alors quoi faire à partir de cette année dès le 29 juillet ? L'idée c'est que chacun le célèbre un peu à sa façon, dans l'idée de faire parler de médiation équine, et dans l'idée de structurer, d'inciter des liens au sein de la communauté de ces praticiens partout dans le monde, avec des publications par exemple sur vos réseaux sociaux, une photo, un petit mot,
des articles sur vos sites web qui parlent de cette histoire, qui parlent d'où on vient, d'où on va, par des communiqués qu'on pourrait transmettre à nos confrères journalistes de la presse locale, de la presse nationale ou internationale, par l'organisation, pourquoi pas, d'un petit événement ou d'un gros événement, une journée porte ouverte, un forum, une conférence, journée de partage de pratiques, un barbecue entre collègues, pourquoi pas. Et je vous encourage à marquer vos actions, celles que vous voudrez bien réaliser, avec le hashtag EASDay, Equine Assisted Services Day, qui va être le tag international pour nous permettre de repérer toutes les initiatives qui ont été menées dans le monde et d'être aussi l'occasion pour les confrères de voir comment les uns et les autres on a marqué l'événement et pourquoi pas de se parler et de créer quelques liens à travers cette journée-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.